Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va parler du troisième chapitre de l'excellent livre de Howard Marks, qui est la chose la plus importante. Si vous êtes un investisseur ou que l'investissement vous intéresse, regardez cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Quelques minutes pour avoir des bases plus solides et vraiment comprendre ce que vous faites dans l'investissement, pour pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Je rappelle juste que dans ce livre, Howard Marks il nous dit les 18 choses les plus importantes selon lui dans l'investissement. Et ce livre, il est annoté par 4 autres investisseurs légendaires. Donc dans ce chapitre, on va voir, la valeur. Selon Marx, la chose la plus importante, c'est la valeur. Vous allez voir qu'il y a plusieurs concepts d'investissement que l'on va développer dans cette vidéo, notamment la valeur et la croissance. En tout cas pour l'investissement sur des fondamentaux. Alors, on voit ça. Comme d'habitude, on commence avec une petite citation. C'est une citation du livre de Marx cette fois-ci. Directement, il nous dit « Pour investir de façon sûre et fiable, une estimation précise de la valeur intrinsèque est le point de départ indispensable. Sans elle, tout espoir de succès en tant qu'investisseur n'est que cela, de l'espoir. » Et ça, il faut absolument comprendre ça. Bien sûr, quand on joue au blackjack, on a une chance sur deux de gagner. Eh bien, si vous faites la même chose en investissement, sans analyse de la valeur intrinsèque ou sans autre analyse, eh bien, vous allez avoir moins d'une chance sur deux, malheureusement, sur le long terme, de gagner de l'argent. Puisque la plus ancienne règle de l'investissement, qui est aussi la plus simple, mais qui est vraiment la plus oubliée également, c'est acheter bas et vendez haut. C'est tout bête, dans le monde réel, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand les prix sont bas, on achète plus de choses. Quand c'est les soldes, on va acheter plus de choses parce que c'est bon marché. Et dans l'investissement, eh bien, ça va être l'inverse, puisque quand les prix sont bas, eh bien, il va y avoir des émotions qui vont rentrer en jeu, et les prix vont pouvoir continuer à descendre. Alors, naturellement, l'humain, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, au lieu de racheter plus, eh bien, il va vendre. Et quand les prix sont hauts, il aura confiance du coup, et il va acheter plus. Enfin, en tout cas, là, je parle des particuliers. Donc, les particuliers, dans l'investissement, ils agissent de manière opposée à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh ben non, on voit ça. Mais il n'y a pas d'ailleurs que la valeur intrinsèque. L'investissement peut se baser sur plusieurs choses. Soit sur une analyse de la valeur, soit sur une analyse technique, qui est en fait simplement la représentation du prix sur des graphiques. On va pas du tout développer l'analyse technique, parce que Marx il n'est pas du tout d'accord sur l'utilité de l'analyse technique, puisque tout simplement il y a eu beaucoup de théories qui sont arrivées entre-temps, notamment la théorie de la marche aléatoire qui nous dit que les mouvements passés des prix ne sont absolument pas utiles pour déterminer les mouvements futurs. Bien sûr, c'est toujours nuancé, mais en tout cas pour l'investissement, ce n'est pas utile. Pour ma part, je pense qu'on peut quand même s'en servir et qu'il n'y a pas du tout que du mauvais dedans. Mais pour l'investissement long terme, effectivement, l'analyse technique ne sert à rien. Ce n'est pas parce que le prix d'une entreprise est monté extrêmement haut qu'il va remonter extrêmement haut une deuxième fois. Ce serait complètement faux de penser ça. S'il a chuté drastiquement, c'est qu'il y a une raison. Ça, à la limite, l'analyse technique, je trouve qu'elle est plus pertinente dans les crypto-monnaies par exemple, ou alors dans les marchés qui sont hautement spéculatifs et qui sont basés sur rien à part la spéculation. Et bien dans ce cas-là, comme il n'y a pas d'analyse de valeur, parce qu'en fait il n'y a pas de valeur intrinsèque, rien n'existe, eh bien il faut bien se baser sur quelque chose et ce sera l'analyse technique. Mais dans les actions, la valeur intrinsèque est beaucoup plus importante. En fait, c'est la seule chose qui prévaut pour pouvoir déterminer le prix, est-ce qu'il est bon marché ou non, par rapport à la valeur. Évidemment, on va détailler, ne vous inquiétez pas. Bon, on commence par une petite phrase de Buffett, même si c'est Joel Greenblatt qui nous le dit ici. Il nous dit « Le meilleur cours sur l'investissement devrait enseigner deux choses. Comment évaluer un investissement et comment prendre en compte les variations des cours. » D'accord? Et la première étape, elle commence ici, c'est comment évaluer un investissement. On va voir les deux grands modèles, les deux grandes philosophies de valorisation des entreprises. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur valeur vs croissance qui a extrêmement bien marché puisqu'on a eu 20 vues et pourtant elle est super importante. Alors si vous voulez plus de détails dessus, n'hésitez pas à aller la voir ensuite. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il va y avoir la valeur, ok? Donc l'investissement dans la valeur, c'est tout simplement qu'on va se concentrer sur la valorisation de l'entreprise actuelle. Et la croissance, eh bien, ça va être l'inverse. On va se concentrer sur le potentiel d'évolution de l'entreprise. Donc, évidemment, on va aussi calculer sa valorisation, mais on ne va pas interpréter les résultats de la même manière. Je vais détailler un petit peu plus. On va commencer par la valeur. Pour l'investissement dans la valeur, un actif n'est pas un concept éphémère, d'accord? On ne va pas investir dedans parce qu'il est forcément attrayant, mais c'est quelque chose qui est tangible. On peut déterminer vraiment la valeur intrinsèque avec des ratios de valorisation, avec plein de choses qu'on verra aussi à la fin. Sans rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, je pense que je ferai vraiment une vidéo
pour pouvoir justement évaluer une entreprise. Et le calcul de cette valeur intrinsèque va nous donner en gros un prix. Ce qui va être intéressant, c'est que si le prix que vous calculez de la valeur intrinsèque va être différent du prix auquel il est vendu actuellement, ça peut être une bonne opportunité. Je dis différent selon dans quel sens vous investissez. Si le prix est extrêmement plus élevé que la valeur que vous allez déterminer, vous allez pouvoir shorter le marché, faire de la vente à découvert. Et inversement, si le prix est très bas par rapport à sa valeur, vous allez pouvoir investir naturellement dans cette entreprise. Voilà l'idée qui se dégage. On parle également de valeur net-net. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est une approche d'investissement qui cherche à identifier les actions sous-évaluées, mais en se basant sur les actifs tangibles de l'entreprise. En gros, on analyse le bilan pour déterminer si le cours de l'action il est inférieur à la valeur de ses actifs nets après la déduction de toutes les dettes et les obligations. Bon, pour comprendre ça, il faut déjà avoir fait un petit peu de compta, comprendre ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat. Et ici, c'est le bilan qui nous intéresse. En gros, avec cette configuration, en théorie, on pourrait acheter toutes les actions, liquider tous les actifs, rembourser les dettes et se retrouver encore avec des liquidités. Donc pour le calcul, on soustrait les dettes et les obligations des actifs liquides. Et le résultat obtenu, c'est la valeur net-net de l'entreprise. Si le cours de l'action est inférieur à cette valeur net-net, ça suggère que l'entreprise est sous-évaluée sur le marché. C'est une des approches de l'investissement dans la valeur. À l'opposé, on va avoir l'investissement dans la croissance. Marx nous dit que l'investissement dans la croissance se situe quelque part entre le laborieux et ennuyeux investissement dans la valeur, parce qu'il faut le dire, investir dans la valeur, ce n'est pas excitant. C'est une analyse fondamentale, pure et dure, et on ne va pas aller chercher les grosses pépites. Voilà, donc il nous dit que c'est quelque part entre ça et la montée d'adrénaline, entre l'investissement dans le momentum. J'en ai pas parlé, mais le momentum, c'est dans l'analyse technique. C'est ce qu'on peut également appeler une tendance, bien connue par les traders et notamment les swing traders, donc ceux qui investissent dans la tendance, ce qui peut être également très rentable d'ailleurs. L'objectif de l'investissement dans la croissance, c'est d'identifier des entreprises ayant un brillant avenir. On va parier sur le futur de l'entreprise. Et c'est pour ça que, par définition, on va moins prendre en compte les caractéristiques courantes de l'entreprise, notamment sa valorisation, mais on va regarder vraiment son potentiel. Dans les faits, les entreprises de croissance, elles ont des ratios de valorisation qui sont extrêmement plus élevés que les entreprises de valeur. Notamment, par exemple, du Nvidia qui, l'année dernière, était un PER de 130. Donc, c'est-à-dire qu'elle est valorisée 130 fois les bénéfices. Elle n'a pas intérêt à se rater, sinon le prix va chuter drastiquement. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que là, on parle de futur, mais dans les investissements dans la valeur, pour la valorisation, on prend également en compte les perspectives du futur. Ce serait complètement faux de dire que c'est uniquement une photographie du présent, sans prendre en compte l'évolution possible. Ce qui est important de comprendre également, c'est que pour les secteurs de croissance, la macroéconomie va être extrêmement importante. Quand les taux d'intérêt directeurs vont augmenter, les entreprises de croissance qui ont besoin du coup de beaucoup d'investissements, vont chuter. En tout cas, dans la théorie, toujours. Puisqu'en investissement, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Il y a une petite touche de Johan Greenblatt qui nous dit « Je dis toujours ceci à mes étudiants. Si vous faites un bon travail d'évaluation d'une action, je vous garantis que le marché sera d'accord avec vous. Simplement, je ne leur dis pas quand. Cela peut se compter en semaines ou en années. » Benjamin Graham disait que sur le long terme, le marché est un appareil de pesage, même s'il est souvent émotionnel sur le court terme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut toujours investir à long terme avec perspective long terme, puisque sur le court terme, il y a toujours des fluctuations qui sont très importantes. Il nous dit également que d'après son expérience des marchés actions américains, 2 ou 3 ans sont une durée suffisante pour que le marché devienne correct. 2 ou 3 ans, c'est long, et que si on lit souvent la presse tous les jours, attendre est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. Et je rajouterais même si vous regardez le cours des actions tous les jours, ce sera également la même chose. On va faire un petit exemple, c'est celui des Nifty 50. Le mouvement Nifty 50, c'est le mouvement justement anti-valeur, c'est le mouvement croissance pure. C'est né dans les années 60, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours d'actualité. L'investissement, la psychologie ne change pas en 10 ans. Donc c'était 50 entreprises qui étaient considérées comme incontournables et sûres.
Ok, ça me fait penser un peu aujourd'hui aux 7 magnifiques, qu'on entend parler vraiment tout le temps. Et tous les investisseurs y croyaient fermement à la croissance continue de ces entreprises, et donc ils étaient prêts à payer des valorisations élevées pour posséder leurs actions. Exactement comme aujourd'hui avec un Nvidia par exemple. Dans ces entreprises, il y en a plein que vous connaissez, hein. Il y a des Coca, IBM, McDo, Walt Disney, Walmart, et bien d'autres, comme Kodak ou ce genre de choses, qui étaient vraiment des entreprises de pointe à l'époque. Alors ça a fonctionné pendant une dizaine d'années, hein, sauf que en 1973-1974, toutes ces survalorisations, elles ont mené à un crash boursier majeur. Donc tous ceux qui ont acheté ces actions très chères, qui ont surpayé ces actions, ont perdu énormément d'argent. Et cet exemple des Nifty 50 reste une leçon importante pour les investisseurs, notamment sur le fait qu'il ne faut jamais oublier de faire une analyse fondamentale de la valeur réelle de l'entreprise. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Les prix peuvent bien sûr continuer à monter et à monter fortement. Et d'ailleurs, il nous le précise bien que la plupart du temps, ça va bien plus loin que ce que l'on pense. Mais à un moment, le marché a toujours raison et la bulle va se dégonfler. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'il faut donc avoir toujours peur et ne pas acheter les bulles? Eh bien non, pour ma part, je pense qu'il y a quand même toujours de très bonnes opportunités, mais que par contre, il faut être conscient des risques et ça, c'est très important. Après, il ne faut pas allouer la même proportion de son portefeuille aux actions risquées de croissance qu'aux actions de valeur, en fonction bien sûr de votre tolérance au risque et de votre compréhension des marchés. Alors, comment on va pouvoir se servir en pratique, puisque je mets toujours cette petite partie en pratique, hein, qui va vous servir à vous, investisseurs, de cette notion de valeur intrinsèque. Eh bien, comment on va la déterminer et comment on va sortir un prix à la fin? Eh bien, tout simplement, on va étudier les fondamentaux financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va analyser les états financiers de l'entreprise, notamment son bilan, son compte de résultats, son tableau des flux de trésorerie. Et avec ça, on va pouvoir donc faire une évaluation des revenus, de ses bénéfices, des marges bénéficiaires. Mais ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Les grosses entreprises, tous ces chiffres, ils sont donnés. Vous avez juste à les constater, à les consulter. Et ensuite, on va avoir plein de ratios financiers, justement, les ratios cours-bénéfice, donc le PER, le ratio cours-valeur comptable, le rendement et bien d'autres également. Ensuite, on va voir l'analyse de la croissance future. Donc là, ça va être le potentiel de croissance, mais c'est ce qui est le plus difficile à déterminer puisqu'on ne sait pas de quoi va être fait le futur. Mais pour une entreprise de valeur, on va par exemple examiner ses plans stratégiques, les opportunités de marché, son positionnement concurrentiel, ses innovations produits, bref, plein de choses importantes, comme si c'était vous qui étiez à la tête de l'entreprise en fait. Faire une analyse SWOT, si vous avez fait un petit peu de marketing. Vient ensuite l'évaluation du management. Alors c'est pareil, c'est très compliqué, hein. Ça va être très subjectif, mais en fait ça va être super important parce que l'équipe de direction, elle va jouer un rôle crucial dans la réussite de l'entreprise. On peut regarder par exemple l'expérience des dirigeants, les compétences et leur vision du management, et mettre en relation les stratégies de l'entreprise initiale et la capacité justement de l'équipe de direction à les exécuter. Totalement à l'opposé d'un gouvernement par exemple. Ensuite, pour moi, une des choses les plus importantes, l'analyse macroéconomique. Pour comprendre comment fonctionne une entreprise et comment elle va fonctionner, il faut comprendre comment fonctionne le secteur dans l'ensemble. D'accord? Les tendances macroéconomiques qui pourraient influencer son activité, comme par exemple tout à l'heure je vous parlais des taux d'intérêt pour les entreprises de croissance, mais ça peut être également la concurrence, l'arrivée d'un nouveau concurrent, des nouvelles réglementations, ça peut être des changements technologiques, par exemple l'intelligence artificielle, etc., etc. On va évaluer également les actifs tangibles et intangibles. Pour le tangible, on en a déjà pas mal parlé, mais l'intangible, par exemple, on aurait aussi la marque, les brevets, les relations clients. Voilà, ça va dépendre vraiment des entreprises. Et enfin, à la fin, on va calculer la marge de sécurité, puisque une fois que vous aurez déterminé la valeur, eh bien, il va falloir calculer cette marge de sécurité. Mais tout simplement, ça va représenter l'écart entre la valeur intrinsèque estimé, que vous avez calculé, et son cours actuel sur le marché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que l'écart entre les deux soit élevé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va vous protéger contre les fluctuations du marché et les risques potentiels. Et je fais un petit rebond également avec le chapitre d'avant. N'oubliez pas que le marché est efficient, que les marchés ont toujours raison. Donc quand vous faites toutes ces analyses, demandez-vous pourquoi le prix est si écarté de la valeur. Est-ce que c'est vous qui avez mal fait votre analyse? Ou alors tout simplement, est-ce que c'est une bonne opportunité? Car si vous avez raison, c'est une bonne chose, mais si vous avez tort, c'est dommage. Allez, on va récapituler très simplement. Une des choses les plus importantes dans l'investissement, c'est la valeur. Une évaluation exacte de la valeur intrinsèque est la base fondamentale pour investir dans la régularité, sans émotion et avec un potentiel de gain à la clé. C'est beaucoup moins excitant que la croissance, on est bien d'accord, mais c'est beaucoup plus sûr
sur le long terme. Pour conclure, j'aimerais également rappeler qu'une seule chose, un seul chapitre de ce livre n'est pas suffisant pour comprendre l'ensemble, mais voilà, vous comprenez la valeur, l'importance de la valeur, et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout calculer vous-même. Heureusement, il y a des analystes financiers qui le font. Il y a des sites comme Zone Bourse, par exemple, qui vous proposent des analyses déjà toutes faites. J'ai aucun partenariat avec eux, mais vous pouvez y aller en mode gratuit et regarder déjà des notations d'entreprise, par exemple. Mais ce qui est important de comprendre, pour moi, je pense, c'est que la toute première phrase, achetez bas, vendez haut, eh bien c'est une des phrases qui est le moins suivie en investissement et pourtant c'est une des plus importantes, puisque le risque d'acheter haut est extrêmement plus élevé. On verra ça dans des prochains chapitres. Et pour l'heure, merci d'avoir regardé. J'ai une formation bourse pour investir très simplement si ça vous intéresse, sans se soucier de tout ça, mais pour gagner quand même sur le long terme de manière sûre, en tout cas quasi sûre. Et bien sûr, cette vidéo est dans une playlist des chapitres du livre de Howard Marks. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!